C'est parti. That's it. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour un super live scientifique avec deux éminents chercheurs. J'ai commencé par présenter Alexandra Belayew qui va nous accompagner tout au long de cette soirée. Donc, Alexandra, on ne la présente plus, hein, éminente chercheuse. Elle a découvert DUX4 et elle accompagne l'association au sein du conseil scientifique et puis amicalement. Donc, voilà, Alexandra Belayew qui va me servir de traductrice ce soir. Et puis, notre invité spécial, Peter Jones, éminent chercheur en FSH, incroyable. Donc, Peter Jones, il est en ce moment chez lui, à Reno, dans le Nevada, aux États-Unis. Donc, il est tôt le matin pour lui, il doit être 9 h, quelque chose comme ça. Et il va nous parler de deux sujets super intéressants. Le premier, c'est les pistes de recherche pour trouver des médicaments contre la FSH. Et le deuxième sujet, c'est la recherche qui mène sur la mise en place d'un test salivaire qui permettrait de faire un diagnostic épigénétique. Donc, on va démarrer cette conversation. Alors, pour préciser, comme mon anglais est absolument déplorable, je vais parler en français et Alexandra va nous faire la traduction, la translation entre le français et l'anglais, entre Peter et nous. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Peter, let's share some science, please. You are the speaker now, if you want. So so he just made an introduction, Peter, explaining that you were a bright researcher and that I will try to convey in French what you will brightly say in English. You can fix it for me. Make it smarter. You can. I know that you can do. I appreciate it. Okay. Well, thank you. Tu vois, il me demande s'il raconte des bêtises que je le corrige quand je fais la traduction. You have the right. So now you can share. You are the master. I hit share and it. Are we there? Yeah. Oui. Okay. All right. Let's go. Okay. Well, thank you for inviting me. We're really happy to share our work. A short introduction of my lab, and I'm sorry, I meant to put the slides into French, maybe with Google Translate, and I thought maybe that's not such a good idea. So my slides are in English, and so thank you, Alexandra, for helping us. Ok, donc voilà, il va vous présenter son laboratoire. Pour commencer, il s'était dit qu'il aurait pu faire un effort de faire ses diapos en français, et puis finalement, il n'a pas eu le temps, et donc il a tout laissé en anglais et en me laissant le soin de traduire. Donc voilà une photo des gens de son laboratoire. Ok. Okay, so nobody knows where Reno is. So I just start to say, where is Reno? Donc il dit personne ne sait où ça se trouve, Reno, donc il le montre là-bas. Vous voyez, c'est pas très loin de Las Vegas. Las Vegas, c'est juste en dessous là. You know the far west France. New York. So Reno is much prettier than Las Vegas. So it's just, we have ski resorts 45 minutes from lab. We have the small town. It's considered one of the nicest small cities in the country. It's voted top small city in the US to live. So very, very nice place. You should come visit. Il dit, bon, la petite ville est beaucoup plus jolie que Las Vegas. C'est une des plus jolies petites villes des États-Unis, et avec les montagnes là derrière. Et donc, il dit définitivement, si vous avez la possibilité d'aller lui rendre visite, vous devez aller voir parce que c'est superbe. So we've been working on FSHD since 2003, and I knew nothing about FSHD as a researcher. I have no background in FSHD, but a graduate student, my first graduate student, was diagnosed with FSHD. And he went to a meeting that said FSHD might be epigenetic. I work on epigenetics. He came to my lab. He was upset because at the meeting they said, we cannot help you. Nobody knows anything. So he decided to do his PhD in FSHD and talked me into starting work on FSHD. So I tell people, patients specifically, that
you should speak up because you can make a big difference in the world, talking, and educating people about FSHD, because the only reason we work on FSHD and everything I talk about is because this one patient introduced us and he said he wants to do something about his disease. So I like to tell people, speak up and get people involved. Donc, comment est-ce que son labo s'est intéressé à la FSHD? Donc, lui, il travaille plutôt dans le domaine de l'épigénétique. Et en fait, un jeune thésard qui est venu travailler chez lui, dont on voit la photo là-bas, Ryan Wubbles, a été diagnostiqué comme étant un patient atteint d'FSHD. Il est allé à un congrès en 2002 de la FSH Society et il a appris que la FSHD pouvait être une maladie d'origine génétique et que rien ne pouvait être fait pour les patients. Et donc, il était complètement choqué par ça. Il a contacté Peter Jones et lui a expliqué le problème et a dit qu'il voulait faire une thèse de doctorat dans ce domaine-là. Et donc, il dit c'est vraiment à cause de ce jeune patient que son laboratoire s'est orienté vers l'étude de la FSHD. Et il dit c'est vraiment la preuve que les patients doivent s'exprimer, parler de leurs problèmes à tous les gens qu'ils rencontrent, parce qu'on ne sait jamais à quel degré ça peut induire les gens à aider à faire de la recherche pour avancer vers une thérapie dans la FSHD. So now my lab works on, we're 100% FSHD. We have 12 people working full time. We do biomarkers, small molecule, CRISPR inhibition, diagnostics. We study regulation of DUX4, and we make FSHD models on mice and human cells and some other animals. And today I've been asked to talk about our small molecule project and also the FSHD diagnostics. Ok, donc voilà son équipe, ils sont à 12 chercheurs pour le moment. Donc maintenant, son labo s'est complètement recyclé vers la FSHD. 100% du travail, c'est sur la FSHD. Vous avez la liste là de tous les sujets qui sont abordés dans son labo. Donc d'abord, la recherche de biomarqueurs. Donc ça, c'est quelque chose d'important quand on va tester des médicaments contre la FSHD. Il faut qu'on puisse juger si ces médicaments sont efficaces ou pas. Et pour ça, on a besoin de biomarqueurs. Ensuite, la recherche de petites molécules qui pourraient être utilisées comme agents thérapeutiques, et ça, il va vous en parler. L'utilisation du système CRISPR, donc vous savez, c'est un système, une espèce de paire de ciseaux qu'on utilise pour couper l'ADN. Lui, il a modifié. CRISPR ne peut plus couper l'ADN, mais va apporter un inhibiteur de l'expression des gènes, donc pour recréer une chromatine compacte sur le gène DUX4. Et donc, quelqu'un de son laboratoire a fait une publication très intéressante il y a quelques années à ce sujet. Il a mis au point tout un système de diagnostic de la FSHD dont il va vous parler aussi. Et son équipe étudie aussi la régulation de DUX4 dans la FSHD au cours du développement et a développé des modèles dits précliniques, c'est-à-dire des modèles qui ressemblent à la FSHD dans lesquels on peut tester des médicaments, donc modèles de souris et de cellules humaines qu'on peut garder en culture. So I think I spent very little introduction on DUX4. I think everybody knows DUX4. We have the discoverer of DUX4 here and expert. So I trust you know DUX4 well, but just, DUX4 really came to everyone's attention in '99 through work from Alexandra's lab. We realized it was very bad for you in 2007, again from Alexandra's lab. And so this is the key pathogenic protein and gene in FSHD. Donc voilà, il ne va pas réexpliquer toute l'histoire de DUX4. Il imagine que je vous ai déjà assez bassillé les oreilles avec ça. Yeah. Donc, entre parenthèses, donc si ceux d'entre vous qui ne se souviennent plus, bien, vous pouvez aller revoir les vidéos qui ont été enregistrées par AMIS FSH, où je reprends le b.a.-ba de ce que c'est DUX4. Donc, ce sont les éléments répétés des 4Z4. La dernière unité, c'est celle qui contient la recette pour fabriquer la protéine DUX4 qui est toxique. Donc, voilà. So, DUX4 is not always bad. One question we had was why do we have DUX4? And it turns out everybody has DUX4 expressed when you're very young.
2 or 4 cell stage. And as far as we know, that's the only time you need it. It can be expressed in other states, but therapeutically, this is important because we really are getting rid, at least in skeletal muscle, we need to get rid of a protein and stop expression of a gene that you do not need. And so that's actually very good from a therapeutic standpoint. So DUX4 as adults, all of us, as far as we know, do not need DUX4 expression, and so it's a good therapeutic target. Donc, DUX4 n'est pas toujours toxique dans la vie d'un individu. En fait, il est très important quand on est encore au stade où on n'a qu'entre 2 et 4 cellules, parce qu'il est indispensable au développement de l'embryon. Et par la suite, l'expression du gène DUX4 s'éteint. Et d'après ce que dit Peter, il ne serait pas nécessaire chez l'adulte. Et donc, c'est très important parce que si chez un patient, le seul endroit où DUX4 est exprimé, c'est l'endroit où il est toxique dans le muscle, c'est plus facile de cibler pour bloquer l'expression de DUX4 si on sait que DUX4 n'est pas nécessaire ailleurs dans le corps d'un adulte. Okay. So for the field, it's 2021 now. 2010 is really the first time people paid much attention to DUX4, but quite honestly, Alexandra has been telling us for 10 years to pay attention to DUX4. But you know, the field, there were a lot of other genes people were interested in. And so this could be a very full slide to say, what did we think we knew about FSHD? But I would say in 2010, this is about the only thing leading up to 2010 that turned out to be correct. That really DUX4 is in fact the key pathogenic gene in FSHD. And I would like to point out, and Alexandra told us this for 10 years, but the field just did not pay. It took some, in science, it takes a lot of independent confirmation, and also DUX4 is very difficult to work on. And so people sometimes, I think, there was some controversy on whether we could detect, there's some controversy because it's difficult. And so I would say that this is the key factor is we, as a field, you can translate this how you want. Gratitude to you for working on a difficult problem and sticking with it, because you stuck with it and it turned out to be correct. And the reason we're going to therapy now is because of this work. So. Donc là, il m'encense très gentiment. Donc cette diapo représente ce qu'on connaissait sur la FSHD en 2010 et qui a été prouvé depuis comme étant vrai. En fait, à cette époque-là, les gens cherchaient un petit peu dans toutes les directions toute une série d'autres gènes qui potentiellement pouvaient jouer un rôle dans la maladie, des gènes situés pas très loin des éléments répétés des 4Z4. Et il dit finalement, les gens sont arrivés à la conclusion que ce qui était vraiment important, c'était d'avoir l'expression de DUX4 et que c'était lui qui était vraiment l'individu toxique dans l'affaire, donc ce gène-là. Et donc ce qu'il dit, il répète plusieurs fois que ça faisait 10 ans que mon labo leur expliquait que c'était DUX4 qui causait la FSHD, mais personne ne voulait le croire, parce que c'est techniquement très difficile de prouver que DUX4 est actif, que le gène DUX4 produit un ARN, que cet ARN produit une protéine. Et donc, beaucoup de labos avaient essayé de confirmer nos résultats sans y arriver. Et donc, étaient arrivés à la conclusion que, on avait un peu inventé l'affaire. Et donc, c'est seulement vers 2010 que plusieurs labos différents sont arrivés à reproduire nos données indépendamment de nous, et à ce moment-là, tout le monde dans le domaine a considéré que DUX4 était vraiment un élément clé pour le développement de la maladie. In fact, not everybody is convinced yet. I met a few people from France who still believe it's not DUX4. But I know, but that's always the case. The world is still flat too. So and we never landed on the moon. So I understand it. That's okay. It's not because it's in France, perhaps. It's because we are French, so we are different. No, it is okay to ask questions. It is always okay to ask questions. It is always okay to have.
but you also have to accept the answers when you ask the questions. I mean, so that's how science works. You question, you get answer, you question, you get answer. And if it's true, it holds up. So far, this holds up really well. Et donc, la petite digression philosophico-scientifique, parce qu'il me dit, bon, maintenant, tout le monde est convaincu que DUX4 cause la FSHD. Je dis, bon, il y a encore quelques groupes dans le monde qui ne sont pas vraiment convaincus, notamment des Français. Et alors, donc, on en vient à l'idée que les Français sont toujours un peu plus originaux que la moyenne des gens. Et il dit, bon, c'est très bon en science de poser des questions, de remettre en question, est-ce que c'est vraiment DUX4 qui cause la maladie? Mais il dit, à partir du moment où on a une réponse, un scientifique, eh bien, il accepte la réponse et puis voilà. On ferme la parenthèse philosophique. Peter, it's up to you. First, I would also say genetics don't lie. So, there's many types of evidence. Genetic evidence for this is really, well, to me, it's incontrovertible. But, So, 2021, now we've learned a lot. So now you see this is filled. This kind of summarizes a lot of what we learned. And the key, I like to think about this slide, is that all of these are areas of therapeutic intervention. These are all places from an FSHD patient standpoint. These are all places we might be able to therapeutically intervene and stop FSHD. Donc, dans cette dia, bon, on est passé de 2010 à 2021, elle s'est vraiment énormément remplie, on connaît beaucoup plus de choses. Donc, vous avez la colonne de gauche, là, le point 1, qui est tout ce qui permet la régulation du gène DUX4, donc la structure de la chromatine, les facteurs de transcription qui peuvent activer, les modifications génétiques qui peuvent différer d'un patient à l'autre. Ensuite, le niveau du point 2, vous avez l'expression de DUX4, qui va être au niveau de l'ARN puis au niveau de la protéine. Vous avez en numéro 3 tout ce qui se passe à partir du moment où DUX4 est exprimé, donc toutes les manières dont DUX4 est toxique. Donc il va activer des gènes qui normalement ne fonctionnent que dans les testicules, il va inhiber la myogenèse, donc il va inhiber la régénération des muscles, il va induire le stress oxydatif, etc. Donc tout ce qui fait partie de la toxicité de DUX4. Et puis son point numéro 4, tout en haut au milieu de la diapo, ce sont tous les éléments qui peuvent modifier l'expression de DUX4 ou sa toxicité. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que dans cette collection d'éléments, il y a toute une série d'endroits où on peut imaginer des approches thérapeutiques qui pourraient aider à supprimer l'expression de DUX4 ou la diminuer et supprimer ou diminuer certains aspects de sa toxicité. So we could go short. We go DUX4 independent approaches that people might know. You have myostatin inhibition. This was the Acceleron ACE83 trial. Et donc, il y a encore, en plus de ça, au niveau thérapeutique, des gens qui vont s'intéresser plus à essayer de restaurer l'activité du muscle, et donc notamment un essai thérapeutique par inhibition de la myostatine par la firme Acceleron. So then I think I heard you mention already, there are trials, the ATIRE trial to knock the innate immune response, oxidative stress. These are methods that are in trial to block DUX4 protein function. Et donc, il y a plusieurs essais cliniques qui essaient d'intervenir donc sur des éléments de la toxicité de DUX4. Et donc, en particulier, vous connaissez bien les essais de Montpellier avec les compléments antioxydants. Hein, so they know pretty well the antioxidant thing. Yeah. Several of them are part of the trial in Montpellier. Right, yeah, we're very curious to see the results of that. Yeah. It's interesting. There's also companies that are making drugs that block DUX4 protein function. So blocking at the protein level, like DNA binding and function. I didn't list the companies, but that's. Ouais. Donc, il y a des gens qui essaient d'agir, vous voyez la croix sur le schéma, d'agir au niveau de la protéine DUX4, de l'empêcher d'être active, de l'empêcher de se lier à l'ADN pour activer ces gènes cibles. Right. Right now, many labs are working on antisense technology and gene therapy to knock out DUX4 mRNA. Donc, beaucoup de personnes ciblent maintenant l'ARN messager DUX4 avec différents oligonucléotides antisens, ou bien essaient de casser le gène DUX4
Et donc, voilà, il y a toute une série d'approches en cours dans ce type de stratégie. So then as you go further upstream, you have the drugs that prevent expression of DUX4 gene. And this is the Fulcrum trial, which is the losmapimod, fasciotherapies, and myostia. This is where they're working to try to block DUX4 from being turned on. Donc, plusieurs entreprises, et notamment, vous avez entendu parler des essais cliniques de Fulcrum Therapeutics, essaient de trouver des médicaments qui vont empêcher la production de l'ARN messager de DUX4. And then our lab is working on CRISPR. In addition to the small molecule I'll talk about today, we'll work on CRISPR inhibition that also prevents expression of the DUX4 gene. I won't talk about that today, but this is where our lab works. Et donc, son labo travaille aussi avec l'utilisation du système CRISPR pour venir apporter des inhibiteurs qui vont fermer la chromatine sur le gène DUX4. Et donc, mais bon, il ne va pas parler de ça aujourd'hui. So we believe the best place to be is upstream of DUX4 and prevent it from being turned on, because downstream, even though you can affect these processes, you don't know if they will be therapeutic. But I believe if you shut off DUX4, stop DUX4 expression, that will be therapeutic. And so we function around this red box. We function upstream and try to stop DUX4 from being expressed. And the two approaches are CRISPR and small molecules. And I'll talk about the small molecule approach. Donc, leur stratégie dans son labo, c'est de se dire ce qu'il faut faire, c'est empêcher l'expression de l'ARN de DUX4. Et donc, ils ont plusieurs stratégies en cours. Il va nous détailler ça parce qu'il dit une fois que DUX4 a été produit, il y a une série de cascades d'événements qui sont enclenchés qui vont être difficiles à bloquer, même si on bloque la production de DUX4. Donc, il faut vraiment essayer d'agir le plus tôt possible dans toute cette cascade d'événements. Yeah. So, what I mean about small molecule, some people get confused. These are little drugs, small drugs that you can take. And for example, you have a DUX4 gene. Gene can be turned on to make DUX4. Normally, these have enzymatic active sites. A factor normally cofactor turns the gene on. DUX4 gene is expressed. You get DUX4 protein. You have FSHD. The idea is a small drug is going to come in and block this from happening. You lose DUX4 protein and you get no FSHD. Donc, l'idée, c'est, vous avez une représentation de l'ADN ici avec le gène DUX4. Et donc, oh, magnifique, il va refaire son animation pendant que j'explique. Donc, le gros machin bleu, c'est un complexe, donc une association d'un grand nombre de protéines qui vont pouvoir copier le gène DUX4 pour en faire l'ARN messager. Et cet ARN messager va pouvoir donner la protéine DUX4. Et donc, il faut trouver un médicament qui va venir bloquer ce processus et ça permettra d'avoir pas de DUX4 et pas d'FSHD. Okay. So when you are trying to discover, this is a difficult thing though for FSHD, because when you try to discover drugs, you are actually have to look for DUX4 disappearing. So DUX4 is very difficult to find to start with, very low, and you have to look for it to disappear. This is the opposite of most drug screens. And so, et donc, il dit que c'est très difficile, cette stratégie, parce que déjà DUX4 est exprimé en très petite quantité, donc il est déjà difficile à détecter. Et en plus, ici, vous voulez trouver une drogue qui va diminuer la quantité de DUX4. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, techniquement, est très difficile de voir disparaître une protéine qui est déjà tellement peu abondante au départ. So traditional drug screen, and some people make sure we understand, you use a library of drugs, and what this might be is, say, 10 million different chemicals separated, and you one by one treat, in this case, muscle cells with the drug at different dose, and you need a readout to look, and this, normally it's a positive readout, a fluorescent readout, and then you see which one of these 10 million drugs, after screening thousands and thousands of plates of cells, shuts off DUX4.
And so this is actually very, very difficult because of the assay. It's time consuming, it's expensive. And then from that, you need to validate on muscle cells. So one difficult thing in DUX4, you have to use human cells and skeletal muscle cells, which are more difficult to grow. So just the point is, traditional drug screening, like for cancer, is very difficult to translate that to FSHD. Donc, une méthode devenue classique maintenant de recherche de médicaments, c'est de faire ce qu'on appelle du criblage à haut débit. Donc, l'idée, c'est de partir d'une bibliothèque, donc ce qu'ils disent library, de produits chimiques, plus de 10 millions de composés chimiques différents. Et on va regarder dans toute cette collection s'il y en a qui seront capables d'avoir un effet sur des cellules qu'on a en culture. Alors, la partie centrale vous montre des boîtes de culture. On a tous les petits puits dans lesquels il va y avoir les cellules qui nous intéressent. Donc, la plupart du temps, les gens utilisent cette stratégie pour trouver un médicament qui va tuer une cellule cancéreuse. Et donc, les cellules cancéreuses poussent très facilement, ce qui n'est pas le cas des cellules de muscle. Donc, c'est déjà une complexité en plus dans le problème de la FSHD. Et on doit pouvoir repérer un signal facile à détecter. Et donc, dans le cas de DUX4, eh bien, c'est quelque chose qui est compliqué. Alexandra, juste Yes. ce qu'il y a dans les petits puits, comme tu dis, les cellules, c'est des cellules de muscles atteints de FSH. Voilà, c'est l'idée, ou des cellules qui vont exprimer DUX4. Enfin, qui ont exprimé la maladie, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, il y a des laboratoires fasciothérapie, par exemple, à utiliser une approche de ce type-là. Mais donc, Peter trouve que c'est difficile et il voudrait trouver une stratégie différente. Well, so one reason the strategy is a little more difficult because of the skeletal muscle cell. You have to set up, I think Fascio and both of these companies set up indirect assays for FS, and we'll talk about that. But the problem, another problem we see is often you have no control over the target. You have unknown target, unknown mode of action, and unknown specificity. So even if you're successful, the drug you get, you cannot control what you get. And so even a successful screen can lead to drugs that may have problems. Et donc, il dit que une autre chose, en plus de la difficulté technique à faire ce genre de travail, c'est que quand on va obtenir un agent chimique qui est capable de faire ce qu'on souhaite, c'est-à-dire faire disparaître DUX4, on ne sait pas par quel mécanisme il agit, on ne sait pas si c'est vraiment spécifique de DUX4, et donc on risque d'avoir des problèmes quand on va administrer ça à un patient. Et donc, lui préfère quelque chose de plus intelligent, je vais dire, de mieux comprendre ce qu'on va cibler. Voilà. So, for example, so you have the chemical library screen, drug treatment, shuts off DUX4, goes away, but you don't know why. And, plasmapimod, Fulcrum knows the target, but nobody knows how that regulates DUX4. And Fascio's drug, they don't know. You may know the target, but nobody knows how the drug leads to shutting down DUX4, and this can cause some problems. It's a concern in drug discovery. Et donc, il dit, par exemple, pour le losmapimod, donc Fulcrum, ou bien les drogues qui sont en train d'être développées par fasciothérapie, on ne sait pas exactement quel est leur mode d'action. Le losmapimod, on ne sait pas comment il fait pour diminuer l'expression de DUX4. Et donc, par la suite, ça peut poser des problèmes quand on veut les utiliser comme médicaments. So, we think the benefit, there's good benefit. You can look at many compounds, millions of drugs, and some of the drugs might be approved to go to clinic, like lasmapimod, approved, go to clinic very fast. That's good. Now, what's bad is it's hard to screen for the drugs. But you're also important is that you're only limited by the drugs that exist in the library. 10 million drugs sounds like a lot, but those were drugs generally for cancer, generally for other diseases. They were not made for FSHD. And so maybe the good drugs are not there. Okay. Donc, une difficulté supplémentaire de cette approche à haut débit,
c'est que on va être limité par les médicaments qui existent dans la bibliothèque de substances chimiques qu'on va tester. The other problem Donc, is specificity. si par hasard, ok. S'il y Et en a donc, pas, il pourrait très bien ne pas avoir justement de substances chimiques qui puissent intervenir sur le gène DUX4. So the other concern is the side effects of drugs. And in drug discovery, people worry about having off targets, that the drug acts on non-specific things. But the concern is also that the target of the drug might actually do many different things in the cell. So if you turn off, so if turning off DUX4 also turns off many other genes that you need, that's not a good drug. So you might be very specific for the target, but it may be very bad for the cell. And again, an example, well, I won't use an example, but Thank you. Donc, il dit, bon, un autre problème. Donc, si on trouve un médicament, donc on peut avoir la chance que c'est quelque chose qui est déjà utilisé ou qui a déjà été testé. Donc, c'est le cas du losmapimod. Donc, là, c'est bien, on peut aller très vite vers des essais cliniques spécifiquement pour la FSHD. Mais les problèmes potentiels qu'on peut avoir, c'est d'avoir des effets hors cible. Donc, on veut cibler le gène DUX4, mais on pourrait très bien avoir un effet sur une série d'autres gènes en même temps, et notamment des gènes qui pourraient jouer un rôle dans la régénération musculaire, ce qui poserait des problèmes. Et alors, on peut aussi avoir des effets sur d'autres cibles en plus, des cibles qui pourraient avoir un rôle très important dans les cellules. Donc, soit on va aller cibler des gènes qu'on ne veut pas cibler, soit on va cibler des gènes qui ont des fonctions très importantes dans la cellule et on va risquer de perturber beaucoup de choses simultanément. Okay. So what our lab does is we do the opposite approach. We start with the target and we say, what is the best target to cure FSHD? Find the druggable target and then design a drug to block that target. So the exact opposite way. We say we're going to start, and the idea is if we block this target, DUX4 will be off and the rest of the cell will be healthy. So we want to eliminate the problems at the beginning. And so this is a kind of a backwards way, but a longer way, but we think it might be a better way for FSHD drug discovery. Donc leur stratégie a été opposée à celle des gens qui font du criblage à haut débit. Ils ont voulu tout d'abord identifier la meilleure cible. Donc, c'est-à-dire une protéine dont ils observent que quand ils la bloquent, ils vont diminuer très fortement la production de DUX4. Donc, identifier la cible et à partir de ce moment-là, ils peuvent s'assurer que leur cible est vraiment spécifique de D4Z4, qu'elle contient un domaine sur lequel on va pouvoir faire venir se lier une substance chimique qui pourra servir de médicament et que son activité est très proche, très bien corrélée à l'expression de DUX4. Et donc, après avoir identifié cette cible, eh bien, ils vont concevoir la substance chimique qui va aller bloquer cette cible. Donc, cette cible, c'est une protéine qui a une activité enzymatique et ils vont concevoir une substance chimique qui va aller être le grain de sable dans l'activité de cette cible pour l'empêcher de fonctionner et donc l'empêcher d'activer la production de DUX4. I mentioned the grain of no, what's the name for that? The sand that is going into the machinery to block it, you know? Yes. Yes. So our idea is the best FSHD drug does not exist yet. And so we're going to make a specific FSHD specific drug discovery instead of repurposing drugs. So we identify the drug target and we create the drug. Donc, ils veulent faire vraiment quelque chose de spécifique pour la FSHD et pas simplement recycler des substances chimiques qui ont déjà été utilisées ou testées comme médicaments dans d'autres maladies. Et donc, ils veulent vraiment un truc spécifique de la FSHD à développer eux-mêmes. So what are the targets? Now, this is very complicated, but all you need to know
is that on the left is what DUX4 looks like with regulatory factors in a healthy person. On the right are what we know about DUX4 regulation in FSHD, and they're very different. And every one of these potentially is a target. If you block activation of these, we may be able to get FSHD back to healthy. Donc là, ces images compliquées vous représentent la structure de la chromatine sur les éléments répétés des 4Z4. Donc la partie gauche, c'est ce qui se passe chez une personne qui n'a pas la FSHD, qui n'exprime pas DUX4. Et donc vous voyez toutes les protéines qui sont collées sur les éléments répétés des 4Z4. Hein, it's like the subway at 5 o'clock in the evening. C'est comme le métro à 5 heures du soir. Toutes les protéines qui se bousculent pour aller bloquer la structure de chromatine, empêcher la production de DUX4. Et sur la partie droite, ce sont les quelques protéines qui restent sur le D4Z4 chez les patients, où là, la chromatine est ouverte. Et donc, ce qu'il veut, c'est repérer les protéines qui sont là et vraiment aller les bloquer pour refermer la chromatine et revenir de la droite vers la gauche, donc de la situation FSHD vers la situation healthy, donc saine. So we take the same situation as before. We analyze the structure of the key protein of the drug target, and then we build a drug to fit and block that, such that you have the known target, known mode of action, and you can address concerns ahead of time. Drug comes in, DUX4 gene is off, no FSHD, no DUX4 protein, and we have greater specificity and fewer side effects because we made sure that this target is a target that will not adversely affect muscle cell health if we shut it down. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier la bonne cible. Hein? Donc, il dit le meilleur médicament contre la FSHD n'a pas encore été fait. C'est manifestement leur projet. Donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir analyser avec précision la structure de cette protéine qui active l'expression de DUX4, concevoir et créer le médicament, la substance chimique qui va aller bloquer le site actif de cette protéine, et ça va avoir comme effet qu'on va pouvoir bloquer le gène DUX4. Alors, la cible, donc la protéine cible est connue, son mode d'action est connu, et donc on peut s'inquiéter de problèmes spécifiques à l'avance au moment où on conçoit le médicament, de façon à avoir beaucoup moins de risques d'effets secondaires, une plus grande spécificité le jour où on donnera le médicament à des patients. Okay. So we did this. First step was to identify targets that would be viable drug targets for FSHD. And so Dr. Chris Sumeda in our lab did a screen of taking what we knew from basic biology studying DUX4, gene regulation, and she identified several targets that if you knock down those targets, DUX4 expression goes away and normal gene expression stays the same. So we found several great, very specific drug targets for FSHD, and we published that back in 2018. Donc ça, c'est une publication de leur laboratoire qui a fait une sorte d'inventaire de toutes les cibles potentielles de médicaments à développer pour bloquer l'expression du gène DUX4. Et donc c'est Keris Himeda qui est le premier auteur qui a fait la majorité du travail dans son équipe. Et donc l'idée, c'est de prendre tous les complexes de protéines dont on pouvait imaginer qu'ils allaient se lier sur le gène DUX4 et jouer un rôle dans l'activation de l'expression de ce gène DUX4. Et donc, elle a systématiquement cassé les gènes qui produisaient ces protéines-là et regardé quel effet ça pouvait avoir. Est-ce que DUX4 est exprimé
aussi fort quand on a enlevé le complexe numéro 1, qu'on enlève le complexe numéro 2, etc. Et de cette manière, ils ont pu identifier des protéines qui jouaient un rôle très important et assez spécifique dans l'expression de DUX4. All right, so now in our lab, then I'm going to have my student, Hannah Moore, who's going to explain her data. That just to show, I want to qualify though to say our drug discovery is unpublished. So it's anonymous right now what we are talking about. And we're just using an example of one of the methods that, going through the process one time for an example to show how we have found novel candidate drug for FSHD. So while you translate, I'll switch seats with Hannah. Voilà, donc là, il va changer. Donc c'est maintenant la jeune chercheuse qui travaille sur ce projet qui va venir expliquer ses résultats. Et donc, ne vous étonnez pas s'il ne vous donne pas de nom de cible précise, s'il ne vous donne pas de nom de médicaments potentiels, ni de firmes pharmaceutiques avec lesquelles il collabore, parce que ceci est toujours en cours de préparation. Et pour s'assurer qu'un jour, ça pourrait devenir un médicament, eh bien, il est très important de garder les choses discrètes jusqu'au moment où un brevet a pu être pris pour le protéger et pour s'assurer qu'une industrie pharmaceutique va être intéressée à le produire. Donc là, juste Alexandra, je voudrais souligner l'immense générosité et bienveillance de Peter qui laisse son étudiante venir présenter ses résultats. Je trouve ça génial. So I translate in English. So welcome. Thank you. And so Vincent wanted to mention how generous it was of Peter to allow you to speak about your work, because usually big bosses want to take all the fame for themselves. Peter's great for letting me speak, and I'm very excited to share my data. Okay, great. Okay, so again, this is just an example target. So I'm going to be taking you through kind of the vetting process of these therapeutic targets, what we're looking for, and then how we design drugs later on to target these or to block and inhibit these targets specifically. So here we're using an example gene again, and we're calling it YFG, your favorite gene. And we've knocked down YFG in FSHD cells, and here we're looking at DUX4 expression directly, and we see that it's significantly reduced. So that's exactly what we're looking for in our therapeutic target. Ok, donc elle va nous parler d'un exemple d'un candidat sur lequel il travaille. Donc elle parle de gène candidat. En fait, donc ce gène a la recette pour une protéine qui se lie sur le gène DUX4 et qui permet l'activation de ce gène DUX4. Donc ici, cette protéine mystérieuse, il l'appelle YFG. Et donc ce YFG, elle a inactivé. Et elle regarde quel effet ça peut avoir sur l'expression de DUX4. Donc, sur le graphique un peu compliqué, vous voyez un cadre rouge à gauche. Donc, les deux premières barres, ce sont les contrôles, c'est-à-dire ce sont les cellules dans lesquelles elle n'a pas inactivé ce gène YFG. Et donc, ça vous montre le niveau d'expression de DUX4 qu'on a mis artificiellement égal à 1. Quand elle va supprimer YFG, elle utilise deux stratégies différentes pour supprimer ce gène, pour s'assurer que la protéine YFG n'est pas fabriquée. Et vous voyez, on diminue très très fort, c'est la partie hachurée et la partie gris foncé. Vous voyez que le niveau de DUX4 est dégringolé et qu'il est maintenant descendu très très bas. On est seulement à peu près à 0,2 alors qu'on était parti d'un niveau 1. Donc, ça veut dire que le fait de bloquer la production de cette protéine YFG a un effet très important et diminue très fortement la production de DUX4. OK. All right. So in addition to DUX4, we look at other genes in the cell and see how they're affected by YFG knockdown. And we can see that there is no significant change in these genes, which is great, meaning that it's not affecting muscle health by knocking down our target YFG. OK. Et donc, il faut s'assurer que le fait d'empêcher la production de DUX4 ne va pas tout démolir dans la cellule. Et en particulier,
ne va pas empêcher l'expression de gènes qui sont nécessaires pour la régénération des muscles. Et donc, c'est ce qui a été testé ici. Vous voyez en dessous les noms de ces différents gènes, MyoG, MyoD, MyHC. Ce sont tous des gènes qui sont importants pour la régénération musculaire. Et vous voyez la ligne horizontale rouge au niveau 1 vous montre qu'à part quelques petites variations qui sont normales quand on fait des expériences dans des cellules en culture, on a un niveau qui est à peu près le même, que l'on bloque la production d'YFG ou pas. Donc ça, c'est bon signe. Le seul gène qui est diminué par l'inhibition de YFG, c'est DUX4, et les autres ne bougent pas. Donc cette stratégie n'est apparemment pas toxique pour la cellule musculaire. So taking that a step further, we performed a global gene analysis on both FSHD and healthy cells when YFG is reduced. And we can see by those blue and red dots that there are very few genes that are affected by reduction of YFG in the cell. And on the far right, we see that only a 25% knockdown of YFG produces almost 100% reduction in DUX4 expression. So this is great. It's an excellent target, and we'll be moving forward with drug development for this target. OK. Donc ici, au lieu de regarder juste une petite dizaine de gènes comme sur la diapo précédente, ils ont regardé l'effet de l'inhibition de YFG sur tous les gènes. Donc ils ont quantifié tous les ARN messagers qui se trouvaient dans la cellule. Quand on mettait l'inhibiteur, enfin quand on supprimait YFG par rapport à des cellules où on ne supprimait pas. Et donc cette représentation est un petit peu compliquée. Ce qui est important de voir, c'est que les petits points rouges représentent les gènes dont l'expression est perturbée par l'inhibition de YFG. Donc tout ce qui se trouve tout en haut de ce graphique, les quelques petits points rouges, les quelques petits points bleus, correspondent à des gènes dont l'expression est perturbée par la diminution de YFG. Et vous voyez qu'il y en a en fait très peu par rapport à toute la masse des points noirs qu'on ne voit même pas individuellement parce qu'ils sont superposés les uns sur les autres tellement il y en a dans le bas du graphique. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle que YFG, la diminution de YFG ne cause pas de grosses perturbations dans la cellule. Et sur la partie C de ce schéma, il vous montre qu'en diminuant ne fût-ce que de 25% la quantité d'YFG, on a un effet de diminution de 100% de DUX4. Donc vraiment, on a quelque chose qui est très spécifique et avec une diminution aussi faible de YFG, on ne perturbe pas du tout l'expression d'autres gènes. Donc elle est très excitée à propos de ça et se dit qu'il faut essayer maintenant de développer un médicament qui va bloquer YFG. I just also want to add that part of the reason why so few genes are affected by YFG knockdown is because it's not reduced all the way. So YFG probably has other important functions in the cell, and reducing expression significantly could affect those negatively. But because we only need to knock it down 25% to get that almost 100% knockdown of DUX4, that mitigate some of the side effects that would be that we could expect to see if we knock down completely in the cell. Voilà. Et donc ils sont rassurés du fait qu'en diminuant que de 25% YFG pour avoir un très gros effet sur DUX4, on a peu de chances d'aller affecter dramatiquement d'autres gènes. Et donc, voilà, par rapport à leur analyse de l'intérêt de cette cible, c'est un argument vraiment important. Thank you. All right, so now that we have our great therapeutic target, now we move on to designing the drug. So we have collaborators that use a structure-based AI technology to find compounds and develop compounds that will bind and inhibit our therapeutic target. So on the left, we can see the structure of the active site of our therapeutic target. And on the right, they have compounds that they predict using AI technology to fit in. Artificial intelligence. So this is all about AI was kind of so artificial intelligence. So it's on a computer, and there's nothing biological in person, and they just, based on the structure of the therapeutic target, they are making
designing compounds that fit chemically the structure of our target to bind and then inhibit its activity. Ok, donc là maintenant, ils ont collaboré avec des gens qui sont vraiment des champions informatiques, qui ont pu voir quelle était la structure tridimensionnelle du site actif de leur YFG. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de concevoir par intelligence artificielle des petites substances chimiques qui vont pouvoir entrer dans ce site. Donc, vous voyez là un petit machin orange là, qui rentre entre les petits spaghettis verts et turquoise, et qui va pouvoir venir comme un grain de sable vraiment bloquer le fonctionnement de cette enzyme YFG. Et donc, leur idée, c'est qu'il va falloir maintenant demander aux chimistes de synthétiser les substances qu'eux ont conçues uniquement en jouant avec leur ordinateur. So we have about 76 compounds developed this way using the artificial intelligence technology to block our target. Donc, ils ont déjà 76 composés qui potentiellement pourraient bloquer l'activité de YFG basée sur cette structure tridimensionnelle. C'est des composés qu'ils ont déjà designés ou c'est des composés qui sont déjà identifiés comme existants ou voilà, ou c'est à produire? So, are these compounds already existing or they've just been designed on the screen? A lot of them are just designed and created specifically for the therapeutic target. Voilà, donc la plupart d'entre eux n'existent pas encore, ils ont vraiment été conçus sur écran et il faut les synthétiser. Génial. So you need to have good chemist friends, right? Yes. We don't do this any of it. Yeah. So we have all these compounds designed, we have to purchase them, and then we have been testing the efficacy of these compounds on human FSHD skeletal muscle cells. And then we begin the screening process of looking directly at DUX4 mRNA expression, as well as target genes of DUX4, so downstream, MBD3L2 and TRIM43, as well as other muscle health genes, so myosin heavy chains specifically. And then after screening all these compounds initially, we're going to look for the best ones, and then we'll take those and modify them and derivatize them with our collaborators to make them even better. Ok. Donc, la maxime indiquée en violet là sur cette diapo, c'est si vous voulez aller quelque part rapidement, prenez le chemin le plus long. Et donc, c'est ça leur idée. Donc, à partir de cette stratégie qui cible YFG, ils ont donc acheté les produits chimiques réels et ont testé leur efficacité sur des cellules de muscles Fshd en culture. Ils ont regardé l'effet que ça avait sur l'expression du messager de DUX4, sur l'expression de gènes qui sont connus pour être activés par la protéine DUX4. C'est logique, si on empêche la protéine DUX4 d'être produite, les gènes qui sont activés par DUX4 ne devraient pas être activés. Et ils ont recherché aussi l'expression de gènes typiques du muscle, donc myosin heavy chain, pour s'assurer qu'on allait toujours garder la capacité de régénérer le muscle. Et donc, à partir du moment où ils ont identifié le meilleur de ces produits chimiques, le plus efficace pour bloquer la production de DUX4, sans interférer avec la régénération musculaire, ils vont faire des petites variations chimiques autour de cette substance pour arriver à la rendre efficace à de très faibles concentrations. Okay. So while this process might be slower than traditional drug screening methods, we believe that this will produce a better FSHD specific therapeutic. Donc elle dit même si c'est quelque chose qui paraît plus lent que les méthodes traditionnelles de criblage à haut débit, ils sont rassurés, ils sont convaincus que ça va permettre d'avoir un médicament vraiment efficace avec très peu d'effets secondaires pour la FSH. So now I'm going to look at some of the preliminary raw data. Again, we are screening directly for DUX4 target genes, and factors of muscle health.
And we see here that there is a lot of variability. All of these compounds are different, so we can expect to see different responses to the compounds. So looking just left to right, we see a lot of these compounds are reducing DUX4 levels, as well as the DUX4 target genes. So DUX4 is shown in blue, and the target genes are shown in pink and green. This is great. This is exactly what we're looking for. And then the orange bar, myosin heavy chain, just tells us something about muscle health, and we do not want this to be reduced significantly. We want this to be about at 0, which means muscle health is not affected. Ok, donc voilà un exemple des résultats bruts qu'ils obtiennent dans cette recherche. Donc, tous les machins A01, A02, A03 indiqués là, c'est chaque fois une substance chimique différente. Et donc, pour chacune, ils les mettent dans des cultures de cellules FSHD, de muscles, et regardent l'effet que ça a sur l'expression de DUX4. Ça, c'est en turquoise. On veut que l'expression de DUX4 diminue, donc ça aille vers le bas, donc tout va bien là-bas. Mais aussi les deux gènes cibles, exemples qu'ils ont pris, qui sont en vert et en rose, doivent être diminués également. Mais par contre, celui qui est en orange, qui est un marqueur du muscle, doit rester aux alentours de 0. Et donc, il ne peut certainement pas diminuer. Et donc, ils ont criblé systématiquement comme ça. Vous voyez, il y a pas mal de variations d'un échantillon, enfin d'un produit chimique à l'autre. Et donc, ça, c'est normal. Donc, on répète ces expériences avec tous les produits jusqu'à ce qu'on en trouve un qui ait vraiment une grosse différence. So, where's your hit? We're getting there. So just want to emphasize, while some of these compounds on the screen look okay, we want really to see as far reduced expression of DUX4 and its targets as possible. So while some of these we might move forward with later on, we are looking for just a greater reduction in those genes before we start derivatizing compounds and such. Donc, il recherche évidemment la substance qui va avoir l'effet le plus important sur la réduction de l'expression de DUX4. So, some more compounds. We're seeing a lot of them have great reductions in DUX4, which is great, but the targets don't always reflect that. So it's not until we get to compound CO6, this one right here, that we see kind of our ideal situation. DUX4 is reduced to nearly 100% reduction, and the targets are reduced similarly, almost to 100% reduction. In myosin heavy chain, that muscle health factor is not too negatively affected. Donc là, le C06, pour le moment, c'est vraiment leur meilleur candidat. Donc, ils ont une suppression de DUX4 quasiment, 100% réduction. Idem pour les deux gènes cibles de DUX4. Et en orange, donc le gène de myosine qui représente la capacité de muscle à régénérer est diminué un petit peu, mais pas de manière importante. Donc, a priori, ça devrait être un très bon candidat. Yeah, so CO6 is our lead candidate compound right now. And so we have done further screening, and then we will later on derivatize this compound to make it more specific and better for FSHD. Donc, c'est lui qui est vraiment leur candidat important. Donc, ils vont encore faire une série de tests. Ils vont essayer de faire des modifications de cette substance chimique pour essayer d'améliorer son efficacité ou pouvoir l'utiliser à des concentrations plus faibles. Et donc, c'est vraiment sur ça qu'ils travaillent pour le moment. So this is your PhD thesis topic now, C06. Not quite. Not quite. She's undergraduate. She's not in grad school yet. Oh, really? Wow! I just graduated. Super yes. genius. Super genius. Donc, cette jeune chercheuse, en fait, je pensais je disais en rigolant, maintenant, tu sais, le sujet de ta thèse de doctorat, tu vas travailler sur C06. Et donc, Peter intervient en disant, mais non, elle n'est même pas encore en train de faire sa thèse, elle est seulement au niveau master, quoi. Donc, elle est vraiment un super génie. The brain. Nice to have a good brain on FSHD. Yes, we know j'ai oublié son nom, je ne connais que lui, Christopher Banerjee,
for the male, and U for a female. So it's it's a nice compliment, because he compares you to Christopher Banerjee. I don't know if you heard of him. He works with Peter Zammit in London, and he's a mathematician at the start, and somebody from his family was diagnosed with FSHD, and he decided that instead of working in a bank with what he knew in mathematics, he would switch to the lab of Peter Zammit and work on FSHD. And so he has done what he knew about computer science to do data mining in the field of FSHD transcriptomics. And in this way could identify key regulators that had been missed earlier, like HIF1 alpha, for instance, as a key modulator in the FSHD pathology. And now Chris has received a prize from the AMIS FSH, which they give a special, well, I don't know what's the name for that prize. Well, I say prize, but Patricia Salustri. The name is Patricia Salustri, so that's a prize that has been developed by AMIS FSH in memory of a former patient. And it's competition every year for the smartest scientists and young scientists working in FSHD. So he's advising you to apply for that for the next round. But well, you need to have at least one publication with your name on it. But besides that, I think you are on a good track. Yeah, thank you. It's a great compliment. Thank you. All right, so back to CO6. So to further validate that it is a good therapeutic compound at this stage, we tested it at different doses. So 1 micromolar is the highest dose. That's what I've been screening all of the compounds at. And then I tested it all the way down to 50 nanomolars. And 50 nanomolars is key to getting into clinic trials because that's a dose that would reasonably be put into patients. And we can see that there is a dose-dependent response to the compound. So the higher concentration, we have a greater reduction, but still at the lowest concentration, we have 60% knockdown of DUX4 and its targets, which is great. And again, this is just the very basic scaffold compound. It hasn't been derivatized or modified to be more specific or like better get into the cell. So this is great for what? Higher activity. Oh, higher activity. Yeah, so this is just the very basic compound made on the computer. So it's great that it's still working at this lower concentration. And on the right, we can see that the muscle health indicators, myosin heavy chain, is dose dependent as well. So at the higher concentration, muscle health is more affected, but at the lowest concentration, 50 nanomolars, it's hardly affected at all, which is awesome. This is a very promising for a therapeutic compound, and we will be looking into derivatizing it, making it more specific, better activity later on. Donc voilà, son fameux C06, elle l'a testé à différentes concentrations. Donc sur la partie gauche, il est marqué 1 UM, donc ça veut dire 1 micromolaire. Et à ce moment-là, vous voyez qu'on supprime complètement l'expression de DUX4 en turquoise et de ces 2 gènes cibles. Et puis, elle a diminué progressivement la dose, la moitié, puis le 5e, etc. Et donc, elle voit qu'à une concentration de 50 nanomolaires, qui est une concentration tout à fait raisonnable pour un médicament qu'on administrerait à un patient, elle a encore près de 60% de réduction de la quantité d'expression de DUX4 et de ces 2 gènes cibles. Et ce qui est très bien, c'est que le marqueur de bonne santé des muscles en orange, s'il était diminué quand on travaille à la haute dose de C06, 1 micromolaire, eh bien, la diminution est très très faible quand on travaille à la dose de 50 nanomolaires. Donc ça, c'est vraiment très encourageant. Alors que ça, c'est sur C06 tel qu'il a été conçu sur l'écran d'ordinateur. Et donc maintenant, on peut imaginer de faire des modifications chimiques à ce squelette de C06
pour obtenir une molécule qui va être encore plus efficace ou qui va travailler de même efficacité à une concentration encore plus faible. Okay. So looking at the cells specifically is also a great way to assess muscle health. So we can see on the left is the control cells, so just treated with DMSO. And then on the right, we have the cells as they look, as they're treated with 50 nanomolars of the compound CO6. We can see that obviously the drug is not changing the morphology. Muscle health looks great and further validates that it is a great potential compound moving forward. Are these FSHD cells? Yes. Yes. So these are FSHD skeletal muscle cells on the dish. Donc, une façon de voir si la substance n'est pas toxique, c'est de la tester sur des cultures de cellules. Et donc, vous avez à gauche un contrôle qui vous montre les cellules de muscles squelettiques FSHD. Et à droite, à quoi elles ressemblent quand on aura mis 50 nanomolaires de C06. Et bon, elles n'ont pas toutes explosé. Elles ont l'air d'avoir une tête tout à fait raisonnable. Et donc, c'est la preuve que le traitement avec cette substance ne perturbe pas la santé des cellules de muscles. So our approach to drug development has a lot of benefits. That direct screening in the beginning for specific regulators of DUX4 meant that we would have a more specific target later on, and that is the case. Because our target's very specific for DUX4, we've minimized a lot of potential side effects that might come with drug treatment. And the way we're doing this is a lot slower, but that's okay because we don't need to test as many compounds initially because our target is specific. And so we can design those drugs to be, we don't need a big library. We know very specifically what that drug needs to interact with on our therapeutic target. In the end, we're going to end up with a better drug designed specifically for FSHD. The only drawback of this process is really that the drug will not already be FDA approved, so it will take a bit longer to clinic. I've tested it's a little bit more than 36 of the 76 compounds for this one target. And then in addition to just the one target, we have many other additional targets to test compounds for. Ok, donc en résumé, leur stratégie du fait qu'ils font un criblage dirigé spécifiquement sur une cible qu'ils ont bien identifiée, hein, donc cette protéine qui se lie sur le gène DUX4 pour permettre son expression, va nous donner vraiment une grande spécificité de cible. Il y a donc un risque décru d'effets secondaires qui pourraient être toxiques. On va avoir besoin d'un plus petit nombre de composés chimiques à tester initialement et on va terminer le travail avec un médicament vraiment conçu spécifiquement pour la FSHD. Alors le problème que l'on va avoir, c'est que forcément cette nouvelle substance chimique qu'on aura conçue n'est évidemment pas approuvée par la Food and Drug Administration, donc pour pouvoir le tester chez les patients. Donc, ça va prendre plus de temps de montrer que cette substance n'est pas toxique pour s'embarquer vers les essais cliniques. Mais bon, le temps qu'on perd à ce niveau-là, on l'aura regagné par le moindre risque d'effets secondaires qu'on aura après. Donc, elle a déjà testé 36 des 76 composés qui ciblent ce YFG, là, cette première protéine. Mais ils ont encore d'autres protéines qui peuvent être ciblées également. Et donc, on va avoir certainement plusieurs molécules dans le pipeline qui vont pouvoir éventuellement être développées comme médicaments pour la FSHD. And you could also imagine that you could combine some of those drugs. Well, absolutely. Combination therapy is definitely a viable option. Mm-hmm. Because then you decrease less each of your targets, and so you even decrease more the probability of having secondary effects with other genes. Yeah. Mm-hmm. So, and now turning it back over to Peter.
Okay, thank you very much. Alors, moi, ouais, super, merci. Moi, je voudrais dire deux choses, parce qu'en fait, Oui. déjà, parce que je prends mon âme de poète et je trouve que l'idée est absolument incroyable. Elle est belle, quoi, en fait, cette idée. Elle est simple, efficace. En tout cas, sur le papier, tout se déroule bien. C'est beau. Et la deuxième chose, c'est que, si tu te rappelles bien, l'année dernière, Alexandra, à cette époque-là, à peu près, on était dans le laboratoire de Peter Zamit, à Londres. Et qu'on avait aussi des jeunes chercheurs qui étaient incroyables de talent, d'intelligence et qui savaient nous transmettre ce qu'ils faisaient d'une manière simple et naturelle comme elle l'a fait là en ce moment. Et donc, je trouve qu'on a beaucoup de chance finalement dans notre FSH d'avoir des jeunes personnes aussi talentueuses et qui savent aussi bien raconter ce qu'elles font alors que c'est pour le coup extrêmement complexe malgré tout. So 2 comments, Peter. The first one is that Vincent says he is a poet sometimes. And your strategy, he finds it extremely poetic. He finds it really to the point, very elegant, and first understand what's going on and then act on what you have understood. He really appreciates that very much. Good, good, thank you. Second thought is that patients with FSHD are extremely lucky in their pain to have such bright young scientists taking care of their problem. And 1 year ago, exactly, we were in London in Peter Zamit's lab, and where we saw also young researchers presenting their research projects. And here specifically, Vincent is really impressed by the fact that she was able to convey a very clear message of something that obviously is way, way, way much more complicated. And so there's just one thing we missed is her name. So if she could write her name on a paper and you show it on the screen. Yes. Unless you have her name in your listing of people in the lab, but she's so new that she probably doesn't have it yet. Want to know your name. So it's Please. Be brave. We can Anna, hardly see it. Anna Moore. Hannah Moore. All right. Thank you, Anna. Thank you very much. Nice to meet you. Good to be here. Thank you. We are very happy to meet you. So the most important thing to be a good boss is to hire people that are smarter than you. Exactly. And then you get the credit. It's all, but I have Donc, very la good meilleure façon d'être un bon chef de labo, c'est de recruter des gens qui sont plus intelligents que vous. Et c'est vous qui recevez tout le crédit de ce que les autres ont fait, mais vous êtes contenté de les recruter. So I think that's, it really is true though, that I have, Carissa Maida, she discovered on her own the CRISPR therapy and the CRISPR inhibition. And my wife Takiko did the diagnostic we're going to talk about. And, FSHD is great from an intellectual standpoint. There's a lot of, it's complicated, it's hard, but if you like to solve problems, if you like to be creative, this is really, and I think that's why we get some really intelligent, brilliant people working, because it's a tough problem and people, and I think that's great because it is tough, and we got some really smart people in our lab, and I know in your lab, Alexandra, and around the world, I think some of the best scientists really are in the field, so that is very good for the FSH patient. It's not boring. Donc, il dit la FSHD est un problème tellement complexe que c'est vraiment un challenge intellectuel pour des chercheurs très intelligents qui vont vraiment avoir envie de s'investir dans cette recherche pour vraiment comprendre comment ça marche, quoi. C'est vraiment une enquête policière et ça peut passionner des jeunes chercheurs brillants et c'est finalement la chance des patients, quoi. Exactement. It's like a detective novel, Yeah. Well, so that's how I screen people. How you react to adversity. It's difficult. It did not work. Do you get mad and I'm going to make it work? Or do you, who cares?
my people take personal. They want to get mad and fix the problem. I love it. I got great people. Donc, la façon dont il fait ses recherches de personnes pour travailler avec lui, son criblage des individus, c'est de voir comment ils réagissent quand ils sont devant l'adversité, quand il y a une expérience qui ne marche pas, quand on ne réussit pas à reproduire une expérience. Et donc, ce qu'il veut, c'est que les gens deviennent en colère et se battent pour arriver à dépasser ce blocage. Ceux qui disent « Oh, ben, ça a raté, c'est pas grave », ceux-là, ils n'ont pas leur place dans son labo. Okay, so we'll kind of switch gear a little bit to the diagnostic. You mentioned something, Pete, not everybody believes this. Not everybody in France believes our diagnostic either. That's right. So... French or Italians, these are the bad ones. Well, the Italian, well, I don't know. This is live, so I won't say, I keep that. No comment. No comment. But so I can talk about diagnostic because now some people, you know, if you have disease, you know, why is diagnostic is extremely important, I feel. And I learned this from FSHD patients because I used to think, who cares about diagnostic? That's not treating you. It's not helping. You know, as a not a patient, I did not understand until I talked to patients. And at the FSHD meeting one year, when the researchers asked the patients, what do you want? They said, we want diagnostics. We want affordable, cheap. We want the accessibility. Many people have never had genetic diagnosis in the world. Many people around the world have no access. They just have a doctor say you have muscular dystrophy, maybe it's FS, you know. And so I think that it is very important to patients to know what is wrong with them. They're not crazy. It's just like the first step to treatment is to understand what's wrong with you. So I think I have a new appreciation for how important diagnostics are. Mm-hmm. Donc, initialement, ils n'imaginaient pas que ça pouvait être important d'avoir un diagnostic précis pour les patients. À partir du moment où un clinicien leur avait dit qu'ils étaient malades, qu'ils avaient une dystrophie musculaire, voilà, c'était fini. Et c'est vraiment au contact des patients qu'ils s'est rendu compte comme ça pouvait être important pour eux d'avoir un diagnostic précis, pouvoir leur dire, mais voilà, c'est de la FSHD que vous souffrez. Et donc, c'est quelque chose qui est difficilement accessible. La majorité des patients dans le monde n'ont pas eu de diagnostic parce que c'est inaccessible ou bien parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, il a trouvé que c'est vraiment important d'aider à développer un diagnostic accessible à tout le monde. So it's important really for personal knowledge and empowerment, to lifestyle planning. People can plan. In this country, you have to plan about insurance, what's going to happen, you know, maybe the choices in jobs. Or maybe you want to take a trip now instead of 10 years from now when you retire. But also the misdiagnosis can be really bad. We have had some people that have been told they're FSHD and then we test them, they're just not FSHD. They have a different myopathy and I'm not sure what changes, but this can actually affect your health, right? If you have the wrong diagnosis. The second part is that in the community, it's very important for patient registries to have a genetic confirmation. If people are not FSHD and they're in the registry, that can be very bad. Pharma companies, the first thing they want to know is how many people have the disease. Clinical trial development, you need to have this. So there's just many reasons, and ultimately for getting into a trial. So there's many reasons diagnostics is important. Donc, les diagnostics sont importants au niveau individuel. Donc, le fait de savoir personnellement le diagnostic qu'on a, ça permet de reprendre pied, de reprendre un certain pouvoir sur sa maladie. Ça permet d'organiser son mode de vie, planifier une famille. Le fait d'avoir un mauvais diagnostic peut complètement perturber votre santé. Et au niveau, il dit aussi au point de vue style de vie, apprendre son diagnostic, ça permet de dire je préfère faire un voyage maintenant plutôt que de le faire dans 10 ans quand je serai trop fatiguée et que ça sera trop compliqué. Alors d'un point de vue communautaire, ce qui est important, c'est d'avoir un bon diagnostic, permettra d'avoir des bons registres de patients. Ça permettra de statistiquement savoir combien de personnes sont affectées par les FSHD. Ça, c'est important pour les intérêts des firmes pharmaceutiques et le développement d'agents thérapeutiques.
Et donc, pour développer des essais cliniques, il faut avoir accès à des patients qui sont dans des registres et qui ont été bien caractérisés. C'est vraiment très important. Et donc, en gros, le fait d'avoir un diagnostic va permettre à long terme d'avoir une thérapie. Okay. So this was just published, but we've kind of known this for a while that, less than 50% of people, when the clinician sends their case to be diagnosed, this comes from University of Iowa, which is the best place for diagnostics in the US, less than 50% actually come back as genetically FSHD. And so this means if you just rely on a clinical evaluation, the number of people may or may not be actually FSHD. So FSHD, and I'm not criticizing clinicians, it's very difficult to distinguish sometimes FSHD, there's great variability, but it's really important to have a combination of a clinical evaluation and a genetic evaluation to make sure that an individual is FSHD. Donc, le diagnostic est aussi extrêmement important parce que là, dans cette publication qui vient de sortir, qui a fait une analyse rétrospective du nombre de personnes qui avaient été diagnostiquées FSHD par leurs cliniciens et qui l'ont vraiment été au niveau d'un test génétique, eh bien, ça en fait moins de la moitié. Donc, il y a beaucoup d'erreurs au niveau du diagnostic FSHD. Il dit qu'il ne veut pas critiquer les cliniciens, que c'est quelque chose qui est difficile de distinguer la FSHD d'autres myopathies et que donc c'est vraiment important d'avoir une combinaison de l'évaluation clinique et du diagnostic génétique. So I know things may be different in France, but in the US at least, in many parts of the world, the FSHD genetic diagnosis is very expensive, even the new technology, and it's not accessible to many populations in the US and actually around the world. And one of the reasons is even if all the new technology still requires, as far as I understand it, a fresh blood draw. And so you need to have access to a phlebotomist and technology, very highly specialized technology. So accessibility, so even though there are some very good diagnostic technology out there, it's not necessarily accessible to everybody in the world. Donc, il dit, bon, il ne sait pas très bien quelle est la situation en France, mais en tout cas, aux États-Unis, le diagnostic coûte extrêmement cher et donc n'est pas accessible à un grand nombre de personnes. Et toutes les technologies actuelles, et il y en a qui sont vraiment très précises, nécessitent d'avoir un échantillon de sang. Donc, il faut trouver une personne qui a l'autorisation de faire la prise de sang et la manière de le conserver, etc. Donc, il y a toute une série de problèmes techniques qui rendent ce test compliqué. Oui. Et donc, il y a en plus des tas de régions dans le monde où ces tests sophistiqués ne sont pas accessibles du tout. Alors, nous, en France, pour précision, les tests génétiques ils doivent être prescrits par un neurologue ou bien un généticien. Et donc, il y a une prise de sang. On envoie ça dans un des deux laboratoires français qui font les analyses génétiques. Et on a les résultats entre 6 et 1 an, voire 1 an et demi plus tard, suivant la complexité de l'analyse génétique combinée avec éventuellement un peu de clinique. Mais en France, en effet, il faut passer par des gens qui sont habilités à demander les tests génétiques. Et au point de vue coût, c'est couvert par la Sécu chez nous. Tout à fait. Ça doit être de l'ordre d'un peu plus de… C'est assez cher, ça doit être 1 500 € peut-être si on le faisait hors ça, quelque chose comme ça. Je ne suis pas tout à fait sûr du tarif, mais il me semble que c'est dans ces eaux-là. So the cost in France is not a problem because it's covered by Social Security. But however, you need to have a specialist, a neurologist or a geneticist to require the test. There are 2 labs for the whole of France who can do the analysis. And the results are usually obtained within 6 months to 1 year after the blood sample has been drawn. Yeah. So if I understood correctly, in Europe, or in France at least, also there's a minimum age, correct? You cannot be tested below age 16 or something? Age 18, I think. Hein? On ne peut pas être testé avant 18 ans, c'est ça? C'est ça. Yeah. Okay.
So, you know, and I understand, you know, but anyway, there's some limitations to testing. Yeah. So just real brief, because I know everybody knows this, but FSHD1, right, is a mutation on chromosome 4 that leads to epigenetic changes on chromosome 4. Donc, la FSHD est causée par une mutation sur le chromosome 4. Vous voyez la petite étoile rouge sur le schéma, et qui va causer des changements dans l'épigénétique, donc c'est-à-dire la structure de la chromatine. Okay. FSHD2 is caused by mutations normally chromosome 18, but this also leads to epigenetic changes on chromosome 4. Dans la FSHD2, on a en fait deux mutations. Donc, on a une mutation en général sur le chromosome 18 et qui va affecter une protéine qui intervient dans la structure de la chromatine et qui va donc changer l'épigénétique au niveau du chromosome 4 où se trouve le gène DUX4. Okay. So, my computer keeps changing automatically. I'm confused. And anyway, so the original testing that was done, that many people have had done, is and almost all the other testing in the world just measures the size of the D4Z4 array on chromosome 4. The Southern blot testing uses digestion restriction enzyme Southern blot, and you say if it's a certain size, you're healthy. If one's a certain lower than a size, you have FSHD1. So it's measuring the size of the genetics on chromosome 4. Donc le test le plus classique et l'original, hein, donc c'était la méthode que probablement la majorité d'entre vous ont eu pour leur diagnostic. C'est donc ce qu'on appelle le Southern blot. Et donc l'idée c'est de couper l'ADN en morceaux et de regarder quelle est la longueur du morceau qui contient les éléments répétés des 4Z4. Si vous avez un grand morceau, eh bien, il n'y a pas de souci. Si vous avez un petit morceau, eh bien là, c'est un diagnostic de FSHD. So combing, which is what's mainly done now, as I understand it, in France, is very popular in Europe, is doing the same thing, just with different technology. It's measuring the size of the D4Z4 array using fluorescent probes, but essentially it gives you the same information. It's much easier, much more efficient, and I believe it costs less too for the labs that are doing it. This was a great advance that was done by Genomic Vision. I know Frédéric Magdinier has been involved in this, and so this is great technology. But again, you still need that fresh blood draw, and you need a really specialized piece of equipment, but it gives you more information all at once than the blotting. So it's really great technology, but it's not going to be accessible still to a lot of parts of the world, and so there are limitations. Et donc la méthode dont Frédéric Magdinier nous a parlé, je crois. Le peignage moléculaire, oui. Le peignage moléculaire. Donc là, l'idée, c'est d'allonger les molécules d'ADN sur des petites lames de microscope et de venir avec des sondes fluorescentes de différentes couleurs qui vont permettre d'identifier toutes les parties importantes. Est-ce qu'on est sur le chromosome 4 ou le chromosome 10 et quelle est la longueur des éléments répétés. Donc, c'est aussi l'idée de mesurer la taille du fragment d'ADN qui contient les éléments répétés des 4Z4. Et là, comme on est extrêmement bien produit et que AMIS FSH est une chaîne de télévision très complète, on a fait au mois de décembre, on a fait une conf avec Frédéric Magdinier et Karine Nguyen qui nous ont parlé justement des tests génétiques pour la FSH et notamment du peignage moléculaire. Donc, j'invite tous nos amis à reprendre la vidéo de notre précédente conférence sur le diagnostic génétique. So he was advertising that in December they had a video conference by Frédéric Magdinier who explained the different genetic methods for FSHD. Et donc, bon, c'est très joli hein, et c'est très efficace, mais il faut un appareillage complexe et de nouveau, il faut avoir un échantillon de sang au départ. Yeah, it's a small world. Frédéric and I were postdocs together at NIH at the same time. We knew each other back in the late 1990s. Ok. Et donc, il dit comme le monde est petit, il était chercheur postdoctoral au NIH aux États-Unis en même temps que Frédéric Magdinier. Yeah, it's interesting because we came different directions to FSHD. So in the US, it's more popular to do this single molecule mapping by BioNano. It's the same thing. You just are using a fluorescent probe and you're measuring the size of the DNA. So these are kind of the three
technologies that are now, and these two, the combing and the optical mapping, are Donc là, aux États-Unis, ils ont la méthode bio-nano qui permet d'analyser des molécules ADN individuellement. Et en gros, c'est de nouveau la même technologie. L'idée, c'est de voir quelle est la taille du fragment qui contient les éléments répétés en utilisant une autre machine. right. So the thing is, they all have the same limitation, which is you cannot do this on saliva DNA, you cannot do this on biobank DNA that's been in the freezer. You cannot combine with other diagnostics for like prenatal testing and stuff, and it requires to get the blood draw, which in this country actually can be very complicated for people, especially with this COVID, right? People just can't go to an MD and get their blood draw, so you just cannot get diagnostics, but even in healthy times. And so we wanted to say, if it's, can we come up with a better way, since there's epigenetic changes in FSHD, can we use epigenetic diagnostics to get around all of these problems? Donc, quelle que soit la méthode employée, on aura toujours les mêmes types de limitations. Donc, on ne peut pas utiliser d'ADN de salive, hein, on est obligé de prendre un ADN de sang. On ne peut pas utiliser de l'ADN qui était congelé dans des biobanques. On ne peut pas combiner ça avec d'autres diagnostics, par exemple pour un diagnostic prénatal. Et on a toujours besoin d'aller se déplacer vers un professionnel de santé pour faire la prise de sang, ce qui aux États-Unis peut être vraiment très compliqué, surtout en cette période d'épidémie de Covid très importante. Donc son idée, c'est d'essayer de mettre au point une autre technologie basée sur l'évaluation de marqueurs épigénétiques. So FSHD, we consider it an epigenetic disease because there's very clear different epigenetic states between healthy and FSHD. And that's indicated by these little different colored lollipops, epigenetic marks that are put on the DNA. And in healthy individuals, the mark is DNA methylation, and it's highly methylated. In FSHD1 and FSHD2, there is a loss of methylation. And while this may be controversial to some, in our hands, at least, this is a very clear distinction that healthy is highly methylated on the region and FSHD is low methylated. Donc, lui va s'intéresser aux marques épigénétiques. Donc, vous vous souvenez, je vous avais expliqué qu'on peut avoir une méthylation de l'ADN hein, sur les C de l'ADN. Et donc, cette méthylation, elle est très importante chez les individus qui ont un grand nombre de répétitions des 4Z4, qui n'ont pas la FSHD. Et cette méthylation importante de l'ADN va entraîner la formation d'une chromatine compacte. Et donc, on n'aura pas d'expression de DUX4. Dans la FSHD1, on a une contraction de cette zone d'éléments répétés, donc on a beaucoup moins d'unités répétées. Ça aura pour résultat qu'on aura beaucoup moins de méthylation. Donc les C se retrouvent presque pas méthylés dans la FSHD1. Et dans la FSHD2, on a gardé un nombre important de répétitions. Donc on a en général entre 12 et 16 unités répétées. Et, non, pardon, il a marqué entre 8 et 26 unités répétées. Mais la méthylation est fortement réduite parce qu'on a cette mutation sur le chromosome 18 qui va casser un gène nécessaire pour méthyler l'ADN sur des 4Z4. Okay. So this example, again, these are sequence-specific tests, so I think the controversy is caused by differences in specificity of the testing. We won't get into that, but I'm going to show you our results. You can see very clear, if we look at saliva DNA and we look at someone confirmed with FSHD1, confirmed healthy, confirmed that, you can see blue indicates unmethylated and red indicates methylated. These are all different sites. And it seems very clear that FSHD is unmethylated and healthy is methylated by our assay. Donc, il y a des gens qui prétendent que l'étude de la méthylation n'est pas quelque chose de très précis, mais il dit, bon, toute l'astuce consiste à cibler précisément la séquence où on veut regarder si les C sont méthylés ou pas. Et donc, il dit que dans ses mains, ce qu'ils font dans leur labo, il a une très grande reproductibilité et qui voit très nettement la différence entre patients et individus sains. Alors voilà des exemples ici
Donc, vous avez tout en haut, c'est chaque fois de l'ADN qui provient de salive. En haut, vous avez un échantillon qui était connu déjà pour être FSHD1. Et les petits carrés qui apparaissent sur ce schéma, donc soit des petits carrés bleus, soit des petits carrés rouges, représentent les C qui sont dans son morceau de séquence d'ADN qu'il va regarder spécifiquement et qui sont potentiellement méthylés. Donc, tout ce qui apparaît en bleu, ça veut dire que c'est non méthylé. Donc, vous voyez que la proportion de petits points rouges par rapport aux points bleus est très faible dans ce premier échantillon d'un patient FSHD1, alors que chez un individu sain, juste en dessous, marqué healthy, là, c'est quasiment uniquement du rouge, donc tout est méthylé dans cette région des KZ4. Et dans l'autre échantillon FSHD1, de nouveau, c'est de majorité bleue, et dans un autre individu sain, c'est de nouveau majorité rouge. Donc, avec ce type d'image, bon, on ne vous explique pas en détail comment il fait pour obtenir cette analyse, mais c'est une lecture de séquence d'ADN où on fait la distinction entre les C qui sont méthylés et les C qui ne sont pas méthylés, et on voit très nettement la différence entre FSHD1 et healthy, donc personne saine. So it's very simple because we can do this on saliva or DNA from any source. So we can send a saliva collection kit anywhere in the world, and it's stable. They return by regular mail, and then we run two different assays. We run the first assay, says FSHD yes or no. Okay, and you can see in this first assay, the top one, very red, very methylated. That is not FSHD. The second one, very blue, very hypomethylated. That's FSHD. Then you have healthy, FSHD, FSHD, FSHD. So very quickly, we run this first assay and we say FSHD yes, FSHD no. Donc, la première partie de son test donc, va permettre de dire si c'est FSHD ou pas. Et donc, basé donc, sur la méthylation. Et donc, la première analyse, donc, ce test marche sur de l'ADN qui est extrait de salive. Ils envoient des kits pour récolter la salive un peu partout dans le monde. Hein, les gens vont aller cracher dans le petit tube et puis le renvoyer par la poste. C'est très stable et donc ils reçoivent des échantillons du monde entier. Je crois d'ailleurs que les AMIS FSH avaient déjà organisé une collecte de salive, non? Alors, pas officiellement. Non, on a certains d'entre nous, assez nombreux aussi, pour aider Peter il y a 2 ans quand on s'était rencontrés à Marseille. On a envoyé, certains d'entre nous ont envoyé des tests salivaires. On a demandé à Peter de nous les envoyer. On lui a retourné les tests salivaires pour qu'il développe son diagnostic. Donc oui, on est quelques-uns à avoir eu la chance de bénéficier des résultats qu'il affiche là. Maintenant, j'apporte juste un bémol, c'est qu'en France, ça n'aurait pas de valeur en fait, ce test-là. Mais après, pour le coup, il est très très intéressant en fait. Mais en France, ça ne vaudrait, même si avec le retour de Peter, ça vous dit que vous êtes FSH, en fait, ce n'est pas opposable auprès d'un neurologue qui vous dira oui, d'accord, mais il faut faire le test génétique français pour qu'on soit reconnu FSH. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Mm-hmm. Okay, Peter, I was asking him, I thought that some patients had given some saliva at the meeting in Marseille. I think you provided some kits. Afterwards, yeah. Afterwards, sorry. And so what he says is that few people have done it because in fact in France, this test has no value. Yeah, I know. They need to have the genetic test to be recognized by a neurologist, and yep. So that's a typical French stuff. Well, it's same for the US in that there's 2 classes of tests, a research test and a clinical test. Now the difference in the US is many people do not want to have FSHD on their medical record. So people in the US are able to take the test and find out, and because of insurance costs and other potential for discrimination, people want to know for themselves if they have FSH. Mm-hmm. And they can then decide, once there's a therapy, once there's a cure or something, or if you need workers' comp,
but until something can be done, people like to know for themselves, and they actually prefer to not have it on their medical. Many people do. Oh, really? But so we're actually preparing this test to do both, so that it's official, because we can actually make this very easily a official clinical test. It may not be recognized in France, but it can be recognized in country by country. Donc, il dit qu'aux États-Unis, en fait, c'est pas reconnu non plus officiellement. Et il y a en réalité pas mal de patients qui souhaitent avoir le diagnostic épigénétique comme ceci pour eux-mêmes, pour savoir, mais qui ne veulent pas que ce soit inscrit dans leur dossier médical parce qu'ils ont peur de discrimination ou de coûts supplémentaires à cause de ça. Mais au moins, ils seront au courant s'ils ont le diagnostic rouge, c'est-à-dire sain, ou bleu, c'est-à-dire FSHD, pour le jour où il y aura un médicament disponible, alors ils pourront se manifester. Ok. Alors après, pour la France, je vais apporter une autre petite précision. En France, il y a une loi de bioéthique. Et la loi de bioéthique, elle prévoit que lorsque quelqu'un est au courant qu'il est porteur d'une maladie génétique, il doit en faire l'information à sa parentèle. Donc, en fait, les implications de la connaissance personnelle, alors la loi ne va pas renfermer les gens qui ne le diront pas parce qu'il faut le savoir, mais néanmoins, il y a une obligation légale, normalement. Quand on est au courant d'un diagnostic génétique, on doit l'annoncer à ses proches. Donc là, on est sur quelque chose de très… Moi, je l'ai fait le test, mais je savais déjà que j'étais FSH. On est sur quelque chose de très touchy, de très sensible entre le désir de connaître pour soi et en même temps les implications que ça peut avoir… voilà, une fois qu'on sait qu'on est FSH, quelles implications ça a pour sa famille. Alors, on peut décider de leur dire ou pas, ou de leur cacher ou pas. Il faut juste savoir qu'il peut y avoir ce dilemme moral en France quand on n'a pas fait un test officiel. Déjà, quand on a fait un test officiel, il y a un accompagnement à l'information de la parentèle qui doit être fait. Et donc, quand on n'est pas dans un cadre officiel, eh bien, ensuite, c'est à chacun de faire comme il peut. Donc, en fait, là, on est sur quand même un domaine qui est au-delà de la science. C'est là qu'il faut faire juste attention. Moi, j'adore ce que fait Peter, je l'ai fait. Mais là, en termes entre savoir, etc., on est sur quelque chose de très borderline, là, sur la génétique et les implications que ça a. Yeah, the moral and ethics implications in France are special because there is a law in bioethics in France that if an individual becomes aware that he has some genetic defect, I don't know if it would work for epigenetic though, a genetic defect, he has to make his family aware of it. And so when the diagnosis has been provided by some official hospital, then there's a psychological help to make the other family members aware of what's going on. So if here somebody decides to just get the saliva test and know that he has FSHD, he would not have this psychological help to go after the law, which is forcing him to make his family aware. So, so this is kind of a gray area because as a research test, legally, this is a research result, and this is not a diagnosis. You are being told that you have characteristics consistent with FSHD, but because it's not a diagnosis, you actually have not been diagnosed genetically with FSHD or with anything. You just have been told that and you can then decide to go to that next step. So at least my understanding of the law would be, because this is not an approved test, it's research, then you would not have to tell anybody. Ce que je veux juste dire donc, par là… son idée, attends, je vais traduire là, si tu permets pour les autres. Donc, l'idée ici, c'est que comme c'est un test de recherche, ce n'est pas véritablement un diagnostic officiel. Et donc, d'après lui, cette loi ne devrait pas s'appliquer. Je suis d'accord. En fait, c'est juste ça que je veux préciser. C'est que ce n'est pas du tout contre Peter. Ce que je veux juste dire par là, c'est pour notre auditoire, notre audience, qui va dire « je vais faire le test salivaire pour des gens qui sont en errance diagnostique, par exemple, ou qui attendent depuis longtemps, qui vont dire « je vais faire le test salivaire et ça va me dire si je suis FSH ou pas ».
Et donc, Peter vient de préciser la chose essentielle, c'est que c'est un résultat de recherche, ce n'est pas un résultat de diagnostic. Voilà, c'est important de faire la distinction. Sinon, je suis d'accord avec lui. En effet, vu que c'est de la recherche, ça n'implique pas forcément d'aller plus loin, mais il ne faut pas que les gens se disent « je vais faire ce test-là et ça va me dire si j'ai la FSH ou pas ». Officiellement, je parle. Voilà. C'est plus à destination des patients qu'à destination de Peter. So the comment was more for patients and not for you because he appreciates very much the type of test. But I mean, it is the thing about it, because in this country, at least and around the world, what people like is they come to me directly and we return, if they want it, a research result back to them of research. And it's just between us. And, you know, it's a research test. They can then choose to have testing, further testing, official or not. And a lot of people are actually like to have their children tested because parents, you know, they see things in their kids that may not be there. Or maybe every time the kid falls down, you say, oh my God, my kid's got FSHD, they're falling down. Well, kids fall down, you know? I mean, you know, sometimes they don't. But also on the other hand, it can be very stressful if you have your children tested and you find out, yes, they do have FSH, even though no clinic. That can be very difficult also as a parent. So, you know, it's not easy. It's a personal decision. And we just provide the opportunity for those who are interested to know. And if you're not interested, that's fine too. We just want to perform. I don't want people to be unable to learn about their FSHD and their family because of economics or because of where they live in the world or because of any other reason. If they want to know, we want them to know. If they don't want to know, that's fine, but it's personal decision. Il dit donc voilà, c'est vraiment une décision personnelle, c'est une interaction entre lui et le patient. Le patient veut savoir, envoie son échantillon, lui fait l'analyse, envoie la réponse et ça reste à ce stade-là. Si la personne, en ayant le résultat de l'analyse positive, décide d'en savoir plus, va alors s'adresser à un généticien ou quoi, selon les normes en vigueur dans son pays. Mais il dit, lui, son point de vue, c'est qu'il n'est pas normal qu'une personne qui a envie de savoir ne puisse pas le faire parce que le test n'est pas disponible ou qu'il est trop cher. Et donc, lui, il est prêt à aider ces gens-là, mais il ne veut forcer personne à faire le diagnostic. Tout à fait, c'est dans ce sens-là que la précision est importante pour notre auditoire qui vit aussi dans un contexte, au-delà d'un test transfrontalier, on vit aussi dans un contexte de loi locale et de pratique locale. Mais il a raison, hein, sinon, en effet, pour savoir, son test est génial. Et même quand on sait qu'on est FSH, son test est aussi très indicatif pour savoir son niveau de méthylation et de comprendre les différences entre les différents individus d'une même famille qui sont atteints. Parce qu'on a le même nombre de répétitions, mais on n'a pas les mêmes atteintes. Et la méthylation que ces tests donnent nous donne des indications sur le fait qu'une explication, en tout cas, un début d'explication sur le fait qu'on peut expliquer pourquoi quelqu'un, un frère ou une sœur, est plus atteint qu'un autre, alors qu'on a les deux la FSH, quoi. So he's taking the problem in the opposite direction, saying people who have had a classical diagnosis could still be interested in having your epigenetic diagnosis because within a family, for instance, it might explain why some people are more affected than others just based on the level of methylation. Yeah, and that's also the research. That's why we developed the test to understand that. But I will just use an example, though, that we had an individual that had a French clinician, and they said, you're FSHD. And the person said, can I get tested? And the clinician said, well, you don't need to be tested. I'm telling you, you're FSHD. And so anyway, they came to us and we tested, and they're not FSHD. I sequenced their genome, they're LGMD2A. We found classic known pathogenic dominant, pathogenic mutations in calpain 3. And the clinician was wrong, but refused to allow them to get tested. So, you know, no system is perfect. So, you know. Donc, il a eu une interaction avec un patient français qui avait été diagnostiqué par son clinicien comme ayant la FSHD. Le patient avait demandé à avoir le test génétique. Le clinicien a refusé en disant que c'était tellement évident qu'il avait la FSHD que ça ne valait pas la peine de faire le test. Le patient a envoyé son échantillon à Peter qui a fait le diagnostic. Ce n'était pas la FSHD. Il est apparu que c'était une mutation dans le gène de la calpaïne
Et donc, c'était un LGMB2 et c'était tout à fait différent de la FSHD. Donc, là, dans ces cas-là, même le système français n'est pas optimal. Anyway, we're very quick almost now. So our first test, so I do say that the other thing about the epigenetic test is it actually also does FSHD1 versus FSHD2. Because a lot of people in the US and Canada, I know, if you are clinically FSHD, but your FSHD1 test comes back negative, they say, oh, you're FSHD2. Maybe you are and maybe you aren't. And so our test actually, we do the first test about whether you're FSHD or not FSHD, and the second test is FSHD1 or FSHD2. And you can see there's a big difference. We're checking methylation of a different region, and it very clearly distinguishes FSHD1 from FSHD2. So by the epigenetic test, you don't just get FSHD or not FSHD, you get FSHD1 or FSHD. So if people are clinically FSHD, but their test came back negative, this is a good way to find FSHD2. Yes. Okay. Donc, dans son test, il a une seconde étape. Donc, à partir du moment où on a vu qu'il y avait une majorité de petits points bleus, donc c'était hypométhylation, donc c'est FSHD, on peut encore distinguer si c'est FSHD1 ou FSHD2. Et pour ça, il va regarder une autre région de l'ADN où la différence entre FSHD1 et 2 est très importante, comme ils ont pu le constater. Et vous le voyez là, on a les deux premiers individus FSHD1 dans ce second test, où il y a plus de rouge que dans les deux individus FSHD2, où il y a nettement plus de bleu. Et donc, il peut arriver à distinguer comme ça très bien FSHD1 et 2. But Peter, you have not mentioned the key first thing, which is to see whether it's for QA or for QB. Well, if you look at the very top and those green and yellow boxes, the thing is I could talk for 2 hours on this test. So I tried to but you're correct. I didn't know if that was too complicated. But the first thing we do is check, and 25% of people are BB and non-permissive. And so we know they're not FSHD from the start. So that is correct. So we Donc, check en fait, everything. il n'a pas parlé du tout premier test qu'il fait. Donc, c'est les deux petites boîtes vertes et jaunes tout en haut de son organigramme. C'est de voir par analyse cette fois-là de la séquence d'ADN si ce sont des individus qui ont le 4QA, donc le fameux signal de polyadénylation du gène DUX4, ou qui ne l'ont pas, et donc qui sont alors 4QB. Et il dit 25% des échantillons que nous recevons sont d'individus dont les deux chromosomes, vous savez que chaque chromosome 4 se trouve en 2 exemplaires, chez nous, à notre papa, à notre maman. Et donc, les 25% des individus qui demandent un test ont un chromosome 4QB. Donc, ils n'ont pas le signal poly-A pour le gène DUX4, donc ils ne peuvent pas développer la FSHD. Donc, c'est Ils sont porteurs sains de la FSH finalement. Pardon? Ils sont porteurs sains de la FSH. Non, parce que oui, enfin, ils ont le raccourcissement, mais pas le signal. Voilà, si tu n'as pas le signal de polyadénylation, tu ne peux pas faire un ARN messager de DUX4 stable et donc tu ne peux pas faire la protéine toxique DUX4, donc tu ne peux pas avoir la FSHD. So we have had several people in the US that had positive genetic testing for FSHD that was done in the late 1990s. And the inheritance did not make sense. And we checked them and found they were contracted B, not A, and they don't have FSHD. But because no one knew about A and B and how important that was, and so actually old genetic tests, and we've been finding several cases of this, again, missed, genetically confirmed, but wrong diagnosis. And anyway, so we screen for that. Donc, il dit qu'aux États-Unis, ils ont eu plusieurs cas d'individus qui avaient eu leur test génétique fait dans les années 90, au moment où on ne connaissait pas l'existence de l'allèle 4QA ou 4QB. Et donc, on leur a fait un diagnostic de FSHD basé simplement sur le nombre de répétitions des 4Z4. Et donc, il y a des individus qui ont été diagnostiqués comme étant FSHD alors qu'ils avaient un allèle 4QB. Donc, ils avaient effectivement un petit nombre de répétitions des 4Z4, mais ils n'avaient pas le signal de polyadénylation. Donc, ils ne pouvaient pas exprimer le messager DUX4 stable pour faire la protéine toxique. Donc, c'était des faux diagnostics qui n'ont pas la FSHD. So medical doctors have sent us
samples that they couldn't either wanted to check or could not afford because insurance in this country. And here's just a couple of real examples that have been sent to us from MDs that are clinical FSHD. Do the first test, you see FSHD, second test, FSHD2, pretty good. First test for this individual, FSHD, second test, not FSHD2, so we know they're FSHD1. And this individual, first test, not FSHD, right? Because again, not every people don't have insurance, it's too expensive to get testing, so we return the results and the MDs can do what they want. But, you know, so the testing actually, and it turns out to be very valuable. You know, it gives information, it's research information, but I think we are solving some mystery cases. Et donc, ils ont pu résoudre quelques problèmes de cas mystérieux, reçu des échantillons qui venaient de médecins qui n'arrivaient pas à savoir si c'était FSHD ou FSHD1 ou FSHD2. Et donc, ils donnent ici des exemples d'analyse de ce type-là où il a permis de donner la réponse. Donc, par exemple, le premier patient, premier test, très peu de méthylation, donc on se dit que c'est FSHD. Et puis, deuxième séquence analysée, très peu de rouge, donc c'est bien une FSHD, mais c'est une 2, et ainsi de suite. Ouais. Donc, il peut arriver à donner ces résultats. OK, thank you. So then the question is, how accurate is the test? If we take in the US samples that we have independently confirmed as genetically FSHD1, genetically FSHD2, and genetically healthy, you can see 82 out of 82, we got 100% of them predicted correct. Of the healthy, 40 out of 40 are correct because one of those turned out to be a clinical, it turned out to be a contracted B, and once we infected, their genetic test was wrong. So we actually got 100%. Then when we took just other disease samples, again, we're very highly accurate. We have one case that is FSHD that was not called FSHD, but actually we were not able to confirm genetically if they're truly FSHD or not. They were all listed as autistic is their problem. But regardless, the test is very accurate. Donc, il donne le bilan de ces tests et donc 82 individus FSHD confirmés, 100% donc comment est-ce qu'on dit, accuracy, de précision, d'exactitude de son test. Pour les sains, 40 sur 40. Il y avait juste un cas qui avait été présenté comme étant FSHD. Ils ont trouvé que ce n'était pas FSHD. Et effectivement, il était avec les 2 allèles 4QB. Donc, il avait effectivement une réduction du nombre de répétitions, mais il n'avait pas le 4QB, donc il ne pouvait pas être FSHD. Donc, c'est bien 100% de sains qui ont été confirmés. Et puis alors, une série de cas qui n'étaient pas de la FSHD et où ils ont pu le déterminer. So I will mention, we have had a couple samples in collaboration with the Italian group from our Rosella Tupler's group, and that is the only case where we had a sample where they were FSHD and we came back and said they would be healthy. We can't independently confirm. So we're not 100% accurate, but it's really, we've had over 600 cases. We've had 2 cases where we've been wrong that we know of. So, you know, it's not 100%, but it's pretty good. Donc, il dit, bon, il faut qu'il soit honnête, ce n'est pas 100% de réussite. Ils ont fait 600 analyses sur ADN de salive et il y a 2 cas où ils se sont trompés. Yeah, so we don't know. So anyway, the key to this is comparing the workflows and all that. Because we're running long, I will just point out that basically we're able to do this on saliva in the male. It takes us, we can do it as fast as a week, 10 days. It typically takes us about 2 to 3 weeks because we're doing so many samples to get the result. Expensive wise, I can just tell you that the southern blotting testing in the US is $3,000. The combing and the single molecule is $700 to $1,000. And our testing, we actually do it for free, but the actual cost is under $200, and now we're getting down to about $70. So it's very fast, very inexpensive, and we can do it on saliva through the mail, so we can do it all throughout the world.
Donc, par comparaison aux autres tests, donc, il ne faut que 2 millilitres de salive pour avoir assez d'ADN pour faire l'analyse. Ils groupent les échantillons au fur et à mesure qu'ils arrivent, et donc il faut à peu près 2-3 semaines pour avoir le résultat. Par comparaison de coûts, donc le Southern Blot, ça coûte environ aux États-Unis $3 000. Le peignage d'ADN, ça coûte environ $1 000. Et eux arrivent à l'avoir fait à moins de $75. So we have done this in, we've done about 400 samples in the US collected by mail, saliva samples. Again, no cost to anybody, it's all research. We've done Canada and the US. Not everybody, but and then some of these people are confirmed and they're just helping our research test. Some of these people are families that can't afford testing, or some of these people are individuals that don't want it on their official record. So we get a mixture of everything, but we get confirmed and unconfirmed and mystery cases. So we've done this basically through the mail across the entire US. Donc, ils ont reçu des échantillons par courrier à travers tous les États-Unis, en partie du Canada. Donc, au total, là, ils ont à peu près 400 échantillons qui ont été analysés. Et donc, c'est un petit peu du tout venant. Les gens ont des questions différentes, soit pour eux-mêmes, pour leur famille, ou bien des gens qui n'ont pas envie que ça apparaisse dans leur dossier médical. Et donc, voilà, ils analysent tout ce qui se présente. We've also done more than 40 countries around the world. We've done places like Morocco and Tunisia. We've done Sri Lanka, Vietnam. We just received 24 samples from South Africa. They have a huge population with not access to testing. We've done a lot of people in Australia, New Zealand, Iran, many people in Russia. And again, it gets to accessibility and cost and people, Poland, Norway, the Great Britain, and some people have accessibility, but a lot of the people in a lot of these countries just get a diagnosis of you have a myopathy. That's the diagnosis. Kenya, in a lot of Africa. And so, we're doing it through the mail, returning the results. At least they know. And it's interesting because it's probably about a third of the time it's not FSHD. And then we actually go on to help them figure out what it is. But again, it's, all it does is empower people. That people just want to know. And a lot of times they want to know about family members. Even if they have a genetic confirmation they can't afford, a Crimea, for example, they have a war going on in Crimea. It seems essentially in Crimea still, yet they still want to know if they have FSHD or not. And so we've helped people throughout the world figure it out. Et donc, ils ont reçu des échantillons d'à peu près une quarantaine de pays dans le monde. Donc, ils sont en vert là, sur ces schémas-là, enfin les différentes couleurs. Et donc, il dit, bon, ben voilà, les gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un test précis, des gens à qui un clinicien a dit que c'était une myopathie et ils veulent savoir quelle myopathie. Et en fait, sur tous les échantillons qu'ils ont reçus, il y en a à peu près un tiers qui ne sont pas la FSHD. Donc, ça permet vraiment de préciser les choses. Ou alors des gens qui savent qu'ils ont la FSHD et des membres de leur famille qui voudraient savoir aussi, qui n'ont pas les moyens de se payer le test, ils peuvent le faire. Alors, les gens pour qui ce n'est pas la FSHD, eh bien, ils peuvent les aider à trouver le vrai diagnostic, quel est le gène qui est muté dans leur myopathie. Donc, voilà. Donc là, Peter, je viens de faire la publicité sur ton site myfshd.org. He has just advertised on your site of myfshd.org. Right, so we have a study. It's an official study. We do it. It's all above board. We are allowed to return the results. We've done more than 600 participants. If you want to learn more, we did make a website. And I want to make sure it's clear because foundations, I don't want to upset. We're not raising money. We're not competing. We're just giving information to people. And I think that anybody that comes back as being FSHD should join your foundation, for example. These are people that should find the foundations and join them and become part of the solution. So this has a site, this can be translated. The whole site is translated into French if you want. Even the videos closed caption into French. And it just tells you about our testing and about FSHD. We're just trying to help. We're just trying to spread information and help and help the foundations actually. Because the more people that learn about FSHD, the more people can find the patient groups and find support like AMIS FSH. So we're just trying to help you guys out. You can check it out.
And I'll just finish and say, Oh, well, I can guess you you go can back one translate slide so I can translate? that. Yeah, I forgot to translate. I finally forgot to let you translate. Donc voilà son site. Donc il précise bien, c'est pas un site par lequel il veut recueillir de l'argent. Donc c'est juste un site d'information. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas parce que tout est traduit en français aussi sur le site et notamment une vidéo qui explique exactement comment ils font leurs tests. Et notamment, on peut demander, on peut écrire à Peter via le site pour lui demander un envoi d'un kit salivaire pour les gens qui sont intéressés. Est-ce que c'est toujours gratuit l'envoi, Peter? Is the shipment always free for I the ship it saliva? so I can ship it to anywhere in the world for free. Okay. But to return it to us, yes. it's very difficult. Yes. I can do it. We can arrange to do it by FedEx, and it's very expensive for us to do it. We will do it if people cannot afford to ship it back to us, we will pay for it. But it is helpful if they can pay because we cannot use normal post. We can only do it by FedEx because I can't. And so, you know, we want to make sure the cost is never an issue. So we appreciate if someone can just go to the regular post office in their town and ship it back to us. It's not express. But if people cannot afford to or don't want to, we will pay for the FedEx to ship it back. Ok, donc il envoie les échantillons pour le kit pour la collecte de salive gratuitement partout dans le monde. Alors la personne, après avoir mis la salive dans le kit, peut le renvoyer par la poste ordinaire. Il n'y a pas besoin d'envoyer par express, rien du tout. S'il y a mais il ne peut pas le payer pour ça. Donc si les gens ont besoin qu'on paye pour le renvoi de l'échantillon, il est obligé alors de faire un renvoi par courrier accéléré, par FedEx, et donc ça lui revient alors assez cher. Donc, en fait, voilà, le principe, c'est que c'est gratuit à l'aller et au retour, il faut payer le retour. Alors après, il y a des exceptions, en effet, si des gens n'ont vraiment pas les moyens de retourner, ils peuvent prendre en charge, mais en fait, il faut que ça reste l'exception puisque il faut que Parce que lui est obligé de payer alors par FedEx, ce qui revient beaucoup plus cher. Donc, en fait, le principe, c'est pour ça que c'est génial, son système, c'est que c'est gratuit à part le retour et tous ceux qui peuvent payer, il faut faire le petit effort de pouvoir payer le retour. Et de laisser à ceux qui n'ont vraiment pas les moyens l'effort accompagné par Peter. Voilà. Okay. Et le résultat enfin, c'est intéressant à lire le résultat parce qu'en fait, ça donne beaucoup d'indications et ça permet de connaître des choses au-delà du simple nombre de D4, Z4, qui est finalement un nombre basique. So he says the results are very interesting to read. Because it gives you much more information than just a copy number of D4Z4. Right, and that's what we're studying. We learn a lot about FSHD, I think, from these samples too. So it's even if you have genetic confirmation, it's good. I can mention, so like FSHD Global in Australia, what they're doing is they're collecting, everybody sends their samples to them, and then they send us one big shipment to save on cost. Right. And same for South Africa is doing the same thing. They collected a bunch of samples from people all in one person, and then they ship one shipment. That way it makes it much cheaper to ship things back. So more, you know, if people, big families or groups, and in Chile, the same thing, the Chile FSH Foundation they collected 30 samples from around Santiago and sent us all at once. So, you know, that's something AMI is interested in doing, we can work with you. If not, that's okay too. Donc, il dit que là, pour l'Australie, pour le Chili, il y a des associations de patients qui récoltent tous les échantillons de salive et qui les stockent à un endroit et qui font un envoi d'un seul gros paquet chez lui. Donc, éventuellement, si des gens étaient intéressés, peut-être qu'AMI FSH. Mais en plus, sur FSHD Global, en Australie, ils prenaient en charge, l'association prenait en charge tous les coûts de transport, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. And I just finished to say that, you know, nothing is free. So, you know, you say it's no cost testing, but someone has to pay for it. I have an endowment here. I use the endowment from Mick Hitchcock. He's a fantastic philanthropist, and we use his money. And also Friends of FSH Research gave us a grant, and they gave us to do this research testing as well. Some of it, because it is research, is on my NIH grant. Because we're studying epigenetics, I have an NIH grant. And then I should mention that the small molecule study, the first part of the talk,
Fulcrum Therapeutics actually funded us to find the candidate, to identify the targets, and the FSHD Society gave us a grant to do some of the drug screening. So I just want to make sure everyone, nothing's free. We appreciate support from everybody. And so I know this has gone very long. I'm happy to take questions, or people can email me questions as well. You can email me. My address is down there. If anybody has a question, I'll use Google Translate. But donc, il dit que même s'il fait les choses gratuitement, il a quand même besoin d'argent. Et donc, voilà. Et donc, on remercie ces généreux donateurs, en effet. Talk too fast. I forgot to let you translate again. Donc, tous les endroits où il a reçu de l'argent, donc il a un gros grant du NIH pour étudier l'épigénétique d'une manière générale. Il a Fulcrum Therapeutics lui a donné de l'argent pour identifier sa première cible. La FSHD Society lui donne de l'argent pour les produits chimiques qui vont aller bloquer cette cible et pour les tester. Et il a aussi un grant de Friends of FSH Research. Sorry, I forgot what Friends of FSH were funding. Oh, they're funding the diagnostic testing. So they gave me a grant just to fund the testing. Oui, voilà, c'est le test diagnostic. Alors, donc, si vous avez des questions par la suite à lui poser, can you show the slide with your email address? Yes. Voilà, tout en bas, vous avez son adresse email, peterjones@met.unr.edu. Et vous pouvez le trouver sur le site aussi, myfshd.org. Oui, c'est ça, voilà. J'ai mis sur la vidéo, enfin sur la retransmission vidéo, j'ai mis l'adresse dans les commentaires. Et donc, les gens pourront, voilà, c'est indiqué là. Parfait. Alors, il dit, ne vous tracassez pas, il ne parle pas français, mais il va utiliser Google Translator. Yes. Yes. Et donc, il devrait quand même comprendre ce que vous voulez dire. Oui. Now, Peter, if there's something that's unclear, we can collaborate on that. I can translate for you. Oh, yeah, that would be great. Absolutely. Et donc, oui, petite précision pour ceux qui vont demander un test salivaire. Peter, en échange, il faut que vous signiez un consentement. En fait, voilà, il y a un consentement à signer, un engagement comme quoi vous acceptez la recherche, etc. Donc, en fait, il y a le test salivaire et le consentement à retourner. Donc, précisez bien si vous voulez le consentement en français ou en anglais, de façon à ce qu'il puisse vous envoyer celui qui vous ira bien. So it says, people who want to have their saliva DNA test have to send not only the sample, but also a consent form. Right, we have consent translated into French. Yes. Mm-hmm. So by an official translator, I don't know if it's right, but you can tell me maybe. Voilà, Vincent, tu vas devoir lui dire si la traduction était bien faite. Génial, franchement, toujours. Excellent. Non mais Peter, je suis fan. Moi, je suis fan. J'adore Peter. He's a fan of the yes, translation. I'm fan. Yes. C'était. Alors, j'ai pas de questions sur le fil. J'ai pas de questions. En fait, j'ai répondu aux questions qui étaient posées. J'ai pas interrompu parce que je savais répondre aux questions. J'ai pas dit de bêtises. Je sais juste qu'il y a des commentaires dithyrambiques qui ont adoré parce qu'on a fait quand même plus de 2 heures là, et les gens n'ont pas vu les 2 heures passer et ils ont trouvé ça extrêmement intéressant. Donc, so there are no questions. There were a few small questions, and Vincent could answer on the way. And but all the comments are extremely thankful. People are extremely happy. They say that the talk was really very exciting. Bye-bye. Right. Well, thank you very much for inviting me. Thank you. Thank you. C'était passionnant. I want everyone to know there's lots of people around the world we're working on it. We're going to get this. Yes, thank you to share your science. Thank you. Et donc, il veut informer les patients qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui travaillent sur cette maladie et qu'il faut garder courage, qu'on va y arriver, on va trouver les médicaments qui vont vous soigner. Okay. And Peter, the last thing Vincent said was that among the comments of patients, people who listened, they said they have not realized that 2 hours passed by. It was so interesting that they really enjoyed it. Yes. I hope they did not burn dinner. Better than Netflix. Ils n'ont pas fait brûler leur souper, leur repas, leur dîner. Okay. Thank you very much.
Sure. Alexandra, mille merci.